Savoir politique. Savoir politique. Savoir politique. Savoir politique. Savoir politique. Savoir politique. Démocratiser le savoir pour une... Amis auditeurs et auditrices de l'émission Savoir politique du 19 mai 2019, merci d'être au rendez-vous du 17e numéro de l'émission Savoir politique. Le thème de nos échanges de ce jour portera sur les fake news au Bénin. Ces dernières années, le phénomène des fake news, appelé encore fausses nouvelles ou fausses informations, s'étend sur le web aux dépens des internautes. Ces fausses informations peuvent être propagées dans des buts différents. Certaines ont pour objectif de tromper le lecteur ou d'influencer son opinion sur un sujet particulier. D'autres sont fabriquées de toutes pièces avec un titre accrocheur pour densifier le trafic et augmenter le nombre de visiteurs sur un site. Le phénomène des fake news a pris une ampleur médiatique au cours de l'élection présidentielle 2016 aux États-Unis et quelques mois plus tard en France à l'occasion des élections du président Emmanuel Macron. Si le phénomène est récent au Bénin, les populations font face à un envahissement de fausses nouvelles qui amène aujourd'hui plusieurs organisations et structures à lancer la bataille contre elles et surtout à éduquer les populations sur leurs impacts sur l'ordre social ou politique. Que peut-on qualifier de fake news? Comment reconnaît-on une fausse nouvelle? En quoi les fake news constituent un danger pour le citoyen ou la nation? Que prévoit la législation pour lutter contre les fake news? Pour en parler, nous avons invité pour vous dans ce studio deux personnes ressources. Nous avons Eugène Alosupo, journaliste, formateur média, doctorant en sciences de l'information et de la communication. Bonsoir, cher invité. Bonsoir Alain et bonsoir aux amis auditeurs. Okay. Et Fontaine Noutaï, journaliste communicant, web activiste en droits humains, qui est passé aujourd'hui de l'autre côté. Bonsoir Fontaine. Bonsoir Alain, bonsoir Josaphat, amis auditeurs, bonsoir. Ok. Bonsoir chers invités. À la technique pour l'émission, nous avons Stéphane Makobi au micro, Alain Tosnon en compagnie de Josaphat Lafia pour l'animation. Bonsoir Josaphat. Bonsoir Alain. Amis auditeurs, bonsoir. Savoir politique est une émission à caractère pédagogique et d'éducation à la citoyenneté. Elle est coproduite par le Centre d'études sociologiques et de sciences politiques, CESPO, un laboratoire de recherche en sciences politiques de l'Université d'Abomey-Calavi et votre radio Océan FM. Le CESPO est dirigé, faut-il le rappeler, par le professeur Eugène Kakaï, agrégé de sciences politiques et coordonnateur du master recherche en sciences politiques fondamentales. Dans cette émission, nous aurons à la place de la chronique un extrait de l'intervention du professeur Eugène Kakaï lors de la conférence publique organisée par le GRAP en collaboration avec la chaire UNESCO sur le thème « Les fausses nouvelles et l'ordre social au Bénin ». Votre rubrique Remis-Ménage est toujours au rendez-vous ce soir et la question du jour est la suivante. Produire ou partager une fake news n'est pas puni par la loi. Vrai ou faux? Justifiez votre réponse en 2 phrases au maximum. Vos réponses sont attendues par message via WhatsApp au numéro 94 11 29 09, 94 11 29 09 et sur notre page Facebook Centre d'études sociologiques et de sciences politiques. Plusieurs lots sont à gagner, notamment des ouvrages offerts par l'ambassade des États-Unis près le Bénin et le CESPO UAC. Okay. Alors, pour commencer cette émission, Monsieur Alosupo, on sait que vous avez travaillé sur cette question-là. Pour nos auditeurs, pour vous, c'est quoi une fake news? Une fake news, c'est une fausse nouvelle. En France, on désigne les fake news par infos. Et une fake news, c'est une information délibérément délivrée dans le but de manipuler ou de tromper le destinataire ou l'auditoire. J'ai bien dit délibérément. Ça veut dire que ceux qui sont derrière les fake news ont un intérêt particulier à le faire. Une intention cachée. Une intention cachée. C'est la manipulation. Ça dit que on peint en blanc ce qui n'est pas. On peint en couleur voulue ce qui n'est pas. C'est-à-dire que la personne reste chez lui à la maison, il a les instruments utiles et il fabrique l'information. Il dit ce qui n'est pas. Il propage ce qui n'est pas. Et c'est vrai que les fausses nouvelles ne sont pas nouvelles. Excusez-moi l'expression. On a toujours eu de fausses nouvelles, mais c'est la vitesse de propagation ici qui est en jeu. Nous sommes à l'ère des technologies nouvelles. Nous avons
eh bien, chacun de nous a un portable Android, donc ce sont des véhicules d'information et ces fausses nouvelles nous parviennent à une vitesse exponentielle. Nous ne maîtrisons plus tout ce qui arrive sur nos portables. D'abord, maîtriser, ça veut dire que nous n'en connaissons pas les sources. Nous avons des portables ouverts qui recueillent des informations à toute vitesse. Et sans qu'on le demande. Et sans qu'on ne le demande. Donc, on n'est pas à même de vérifier, de savoir la véracité de ce qui nous est envoyé. Ok, on va en revenir tout à l'heure. Alors, mais chef Fontaine, dites-nous, en l'espace de quelques années, on a constaté que le monde, c'est le monde entier qui fait face aux fake news. On l'a connu lors de l'élection donc de Donald Trump contre Hillary Clinton. On a tellement parlé de fausses nouvelles avec la Russie qui serait derrière et tout ça. Mais comment en est-on arrivé là, hein? Comment le monde s'est retrouvé du jour au lendemain face à un fléau comme les fake news? Alors, merci Alain. Les fake news existaient, mais elles n'avaient pas pris l'allure qu'elles prennent aujourd'hui, et donc n'étaient pas un fléau. Je dirais que l'avènement d'Internet, et plus précisément du web, a fait le lit au phénomène des fake news. Pourquoi? Parce que avec Internet, il y a eu l'émergence des médias sociaux. Il y a eu le développement des applications de messagerie instantanée, et avec ces outils, ces nouveaux outils, ces nouvelles technologies, l'information transite de par le monde à la vitesse de la lumière. Plusieurs informations, des milliards d'informations transitent de par le monde. Et donc, je dirais que d'abord, c'est à cause de l'avènement de ces nouveaux moyens de communication. Et ensuite, c'est parce que parmi les hommes, il y a toujours ceux-là qui utilisent les choses de mauvaise foi. Vous savez, rien n'est mauvais en soi. Tout dépend de l'usage qu'on en fait. Et je pense que Internet a des failles également, et les gens profitent donc de ces failles-là ou utilisent les avantages, les avantages de l'Internet ou du web de façon négative. Okay. Donc je pense que ce sont ces deux éléments qui sont conjugués, qui font que nous en sommes arrivés là aujourd'hui avec cette propagation ou cette amplification du phénomène des fake news. Des fausses nouvelles. Monsieur Alosupo, vous avez parlé d'informations délibérément fausses et de mauvaise foi, de manipulation. Et là, tout de suite, j'ai envie de vous demander, mais comment peut-on reconnaître alors une fausse nouvelle? Alors, il y a... Pour le citoyen, comment on fait pour savoir qu'on est face à une fausse nouvelle ou pas? Oui, c'est déjà le titre très accrocheur. On vous envoie des nouvelles à des titres tambourinaires. Oui, mais dans les journaux aussi, il y a des titres accrocheurs souvent. Les journaux sont des sources d'informations identifiables. Et un journaliste n'est pas un véhicule de fausses nouvelles. En principe. Nous sommes des journalistes et la déontologie nous a appris que lorsque vous devez publier une information qui vous est parvenue, vous avez l'obligation de faire le recoupement. Ça veut dire que je dois vérifier à d'autres sources si l'information est vérifiée. Ce n'est pas le cas ici. Ici, vous n'avez même pas l'identité de ceux-là qui vous envoient ces informations qualifiées de fake news. Vous n'êtes pas demandeur non plus. Parce que vous êtes ouvert sur on est victime. Vous êtes victime. Et tout le monde est victime d'ailleurs. Seulement qu'on n'est pas victime au même degré. Le tout dépend de l'esprit de veille qui règne en chacun de nous. Alors, comment reconnaître les fake news? C'est d'abord le titre accrocheur. On vous envoie une grosse information. Et c'est qui n'ont pas de fil, il n'y a pas d'articulation. C'est une nouvelle brutale qu'on vous envoie pour vous émotionner. L'autre caractéristique aussi, ce sont des nouvelles qui sont écrites à la va-vite un peu.
vous fouillez à l'intérieur des fake news, vous avez beaucoup de fautes grammaticales et beaucoup de fautes orthographiques. Souvent. Parce que, eh bien, il veut aller à une vitesse, à une grande vitesse. Il veut le faire en un temps record. Donc, ils ne font pas attention. Les spécialistes des fake news ne font pas attention au style. Dans la rédaction. Mais il y a souvent de fausses nouvelles qui sont bien écrites, qui sont aussi bien écrites. Je suis d'accord, Mais généralement, pour ceux qui nous parviennent de façon ordinaire, dans le contexte béninois, dans le contexte dans les bruts, eh bien, le français est mal parlé, mal écrit, et à l'intérieur même, des noms de personnes connues sont mal écrits. Sont très mal écrits. Très mal écrits. Et lorsque vous avez un titre accrocheur, vous avez une nouvelle écrite avec beaucoup de fautes grammaticales, beaucoup de fautes orthographiques, eh bien, vous devez commencer par vous ressaisir. Mais il y a la question aussi de la source. La source. Généralement, vous n'avez pas de source. La différence entre les journalistes et nous, c'est que lorsque vous vous avez une information, eh bien, vous êtes en mesure de dire à l'auditeur, c'est telle personne. Ici, pour une structure, eh bien, tel monsieur de telle structure, tel monsieur nous a confié tel, nous a dit tel. Ici, ce n'est pas le cas. Il y a personne. Quel est celui-là qui lève la main pour dire, moi, je suis spécialiste de fake news? Vous n'en trouverez pas. Parce qu'ils sont... Parce que c'est illicite. C'est illicite. Et ils savent très bien qu'ils sont dans une entreprise totalement... c'est de la manipulation de démons. Ils sont conscients de ce qu'ils sont en train de faire du mal à la société. D'accord. Alors, quelques astuces aussi, vous en avez, Fontaine, pour aider le citoyen à reconnaître facilement les fausses nouvelles. Oui, bien évidemment. Je voudrais appuyer M. Alossoupo et dire qu'il y a effectivement un élément sensationnel. Et lorsque vous lisez la fake news, vous êtes emballé. Vous avez envie de partager en même temps. Vous avez envie que le monde entier sache ce que vous venez de savoir, ce que vous venez de lire. Et donc, quand vous avez une information qui a cet effet sur vous, il faut déjà se méfier. Et il y a la question des sources, effectivement. Les fausses informations ne portent pas de sources connues, de sources crédibles. Et vous connaissez la fameuse formule « lu pour vous » quand on voit « lu pour vous », bon voilà quoi. C'est ça. En fait, c'est ça qui a la place de la source quand vous voyez ça. Mais attention, il ne faut pas partager des informations. Ou parfois des abréviations fantaisistes. Voilà, il ne faut pas partager des informations de ce genre. Et il y a aussi que les fake news portent souvent sur des sujets d'actualité, des sujets sensibles ou alors des sujets qui sont objets de polémique. Donc, lorsque vous voyez un sujet qui fait polémique dans le temps et qu'il y a un article, un texte dessus, vous devez faire attention. Oui, mais très souvent, c'est l'actualité. Le citoyen, quand je me mets à sa place, mais il est intéressé par l'actualité. Il veut savoir. Il veut être informé. Oui, il veut. Comment on peut échapper dans ces conditions-là aux fausses nouvelles? Il veut être informé. Mais lorsque la première fois que vous avez l'information, c'est sur WhatsApp, c'est sur Facebook, il faut faire attention. Il faut remonter aux médias classiques, par exemple. Parce qu'au moins là, nous savons qu'il y a des professionnels des médias qui travaillent. Il y a des journalistes qui sont formés pour faire ce métier-là. Donc, si vous remontez à cela et que vous vérifiez votre information, vous pouvez la partager. Mais lorsque vous découvrez l'information pour la première fois sur les réseaux sociaux, sur WhatsApp, eh bien, il faut faire attention, il faut s'en méfier, il faut éviter de partager quand on sait qu'il y a des lois qui régissent la chose dans notre pays. Il y a une caractéristique qui est aussi importante. Lorsque vous lisez une fake news du début à la fin, c'est que vous sentez généralement une prise de position. Il y a une prise de position. Alors que un manque d'équilibre. Un manque d'équilibre. Comme on l'enseigne en journalisme. C'est temps, donc il est coupable, il a fait telle chose, on l'a vu, etc. Alors que nous, en journalisme, eh bien, nous devons être neutres. Nous devons être neutres. Les commentaires se fondent en des règles particulières, mais le factuel se livre sans position prise. On dit que les faits sont sacrés et le commentaire est libre. Les faits sont sacrés, le commentaire est libre. Ce dont nous parlons est d'une importance capitale au point où si nous n'arrivons pas à maîtriser les fake news, nous allons assister dans les prochaines années à une
déchéance totale. Déchéance totale parce que on ne comprendra plus. D'abord, les fake news aussi viennent un peu porter du discrédit sur les médias traditionnels aussi. Ouais, parce que dans la tête de celui qui lit, lorsqu'il reçoit une fake news, il a l'impression que c'est une information vraie. C'est une information. C'est parfois, comme l'a dit Alain, c'est bien écrit aussi parfois, ouais, de sorte que vous avez l'impression que c'est la vérité de premier degré que vous avez entre vos mains. Mais personne n'est à l'abri de ce mal-là. Lorsque vous ne demandez pas, parfois on vous met dans des groupes que vous n'avez pas demandé. Sans demander votre avis. Sans demander votre avis. Et vous avez des informations. Je vous donne cet exemple. Par exemple, excusez-moi la tautologie, on a tué plusieurs fois dans la semaine à Tao Renho. Et puis c'est fréquent, c'est pas la première fois. Ce n'est pas la première fois. Mais cette fois-ci, eh bien, ils ont poussé le bouchon très loin. On a dû montrer un cercueil. Qui était à l'aéroport. À l'aéroport. On a pu associer, parce qu'il y a un lot de 4 images. On a pu associer les images d'opposants qui, la veille, avaient fait une messe en l'honneur de ceux-là qui ont été victimes des incidents du 1er et du 2 mai 2019. Donc, on a vu des opposants comme s'ils sont venus à l'aéroport accueillir la dépouille mortelle de Tao Renho. Ce qui n'est pas vrai. Ce qui n'est pas vrai. On a écrit que la dépouille de Tao est venue à l'aéroport de Cotonou. Et il aurait fallu quelqu'un pour dire, mais le corps que vous avez, c'est mon frère qui est mort à Bata, en Guinée équatoriale. Et donc, mon jeune frère, il est mort dans la nuit à la Pâque, là. Ouais. Et donc, c'est ainsi. Maintenant, l'autre chose, c'est que sur le cercueil, il y a une croix. Alors qu'on sait très bien qu'Atao c'est musulman fervent. Mais celui qui a ça et qui n'a pas l'éveil d'analyse, mais il y croit directement. Il y croit. Et pendant cette période-là que nous avons traversé, la période post-électorale, il y a eu suffisamment de fausses informations qui ont circulé. On va en arriver sur la période, hein, la période où on a cette propagation ou cette propension-là à produire des fausses nouvelles. Et on a compris, Fontaine, les auteurs des fake news, ceux qui produisent, c'est-à-dire l'usine de fabrication Vous avez bien dit usine et le mot est juste. Parce que c'est une usine qui inonde qui inonde les portables et tout, les Android. Alors dites-nous, mais ces auteurs-là, c'est dans quel but véritable qu'ils font ce boulot? Je pense que essentiellement, c'est pour manipuler l'opinion, pour manipuler un public cible. Vous savez, les fake news, plusieurs peuvent produire des fake news. Par exemple, un État. Par exemple, un parti politique. Par exemple, des groupes de pression, des courants idéologiques peuvent avoir intérêt à produire une fake news pour atteindre un but bien donné. Mais la Russie, Israël sont des pays là très souvent qu'on accuse, qu'on a soupçonné. Donc je ne saurais me prononcer sur la culpabilité ou non de ces acteurs-là. On n'a pas dit que c'est vrai, mais bon. Mais je pense que effectivement, on peut produire des fake news si on a intérêt à le faire. Je voudrais donner un exemple. En 2016, par exemple, le candidat aux élections, Monsieur Sébastien Ayavon, il y a une fake news qui a circulé et qui faisait état de ce que il serait un agent de Lionel Zinsou et que le moment venu, il se désisterait en sa faveur. Ça, par exemple, c'est pour manipuler l'électorat et démobiliser l'électorat acquis à la cause de M. Sébastien Ayavon, par exemple. Et donc, vous comprenez que l'intérêt peut varier d'un acteur à un autre, mais essentiellement, c'est pour manipuler. Ça, c'est la première cause, la première cause qui justifie la production des fake news. Il y a une deuxième cause qui est le gain pécunier, la recherche de l'argent. Parce que vous savez que la plupart des sites Internet sont financés par la publicité en ligne.
Et Internet est là. Lorsque vous n'avez pas une certaine affluence, un certain flux sur votre site, vous ne pouvez pas. Voilà, vous ne pouvez pas avoir de la publicité de la part des annonceurs, vous ne pouvez pas gagner de l'argent. Mais vous savez que les fausses informations, les informations sensationnelles, ça attire beaucoup de gens. Évidemment. Et donc, à partir de ce moment, les auteurs de ces plateformes créent des fausses nouvelles pour drainer de l'affluence sur leur site C'est web. tout un marché virtuel qui est créé aujourd'hui sur les plateformes. Mais c'est tout un système qui est créé économique. pourrait Et parler comme ça, d'économie des fake news. on draine du monde et comme ça, on en profite pour se faire de l'argent. Voilà deux causes fondamentales de la production des fake news que je peux partager avec nos auditeurs. Alors, je parlais de plus- ça très rapidement. Je vais dire que dans Jeune Afrique donc de cette semaine-là, on dit que 265 comptes de Épage soupçonnés par Facebook d'être gérés par une entreprise israélienne et de diffuser de fausses informations politiques, principalement sur des pays africains, ont été bloqués, a annoncé une firme américaine. C'était la semaine passée. Alors, voilà. Donc, vous comprenez que Ça- même Alain, les vous savez que la genèse des fake news a commencé dans un contexte politique très important Absolument. aux États-Unis. aux États-Unis. Effectivement. Et donc, on a soupçonné la Russie de supporter Donald Trump, alors que l'Ukraine, de l'autre côté, supportait la candidate Clinton. Et donc, on a dû utiliser ces fake news pour influencer les électeurs américains. Le débat est toujours d'actualité et ça continue. Et c'est surtout dans les instants politiques que ces informations sont plus nombreuses. Je vous donne par exemple au Nigeria, en pleine campagne, les fake news ont fait croire que le candidat Buhari, quand il sera élu, va généraliser l'application de la charia à l'ensemble du pays. Et vous savez que le Nigeria est un pays très musulman au nord, mais très chrétien aussi au sud, avec des obédiences aux évangélistes de tous bords. Mais lorsque vous êtes nigérien et que vous avez cette information-là, vous prenez position en vous-même. Si vous êtes chrétien. Alors, même si vous êtes musulman modéré, vous pouvez prendre position en vous-même. Mais à son adversaire, Atiku Abubakar, on a dit qu'il est un adepte des milieux gays. Et donc, au Nigeria, oui, l'information a suffisamment circulé. Absolument. Et donc, si vous êtes, c'est le plus grave d'ailleurs, puisque si vous êtes musulman, si vous êtes chrétien, vous vous offusquez contre le fait qu'on ait un candidat qui soit de cette obédience-là. Des minorités sexuelles. Des minorités. Donc, Ouais, parce que la religion joue un rôle. C'est très important. Mais ceux qui le font, c'est qu'ils ont aussi un sens d'analyse. Et ils savent qu'une information injectée pourrait avoir tel impact sur la cible. Et ils le font à merveille. Ils le font avec beaucoup d'ingéniosité, de créativité. C'est un travail bien élaboré. C'est un travail élaboré, mais c'est une industrie économique, les fake news aussi. Comme on l'a dit tout à l'heure, c'est une vaste industrie qui nourrit des hommes. C'est un business florissant parce que, comme l'a dit tout à l'heure Noutaï, vous avez, plus vous allez sur un site, mais plus ça fait de la publicité. On dénombre le nombre de personnes qui ont visité ce site-là. Mais lui, quand il injecte une fausse nouvelle, vous êtes 30 000, 40 000 à visiter. On y met de la publicité en plus, donc c'est du business pour lui. Et c'est ça. Mais, monsieur Alosoupo, on a parlé de réseaux sociaux, d'Internet, tout ça. Mais il y a certains qui accusent les médias de publier de fausses nouvelles. Alors, est-ce que c'est une réalité? Les médias qui sont victimes de ces publications sont des médias qui manquent de vigilance. Et déontologiquement, c'est criminel. Notamment en radio. Parce que vous savez, l'attachement que les auditeurs ont pour la radio. Vous voyez le paysan qui va au champ, il a son petit poste radio qu'il accroche à un abus. Vous avez les peu nomades qui ont toujours leur poste accroché, mais ils ne peuvent pas accrocher une télévision parce que la télévision a besoin d'énergie, etc. Donc, c'est un média, la radio, d'importance, c'est un média très populaire. Et lorsque vous vous permettez, vous savez, il y a l'histoire de l'heure,
Vous pouvez avoir votre montre qui marche très bien à la maison, mais lorsque la radio dit faites telle heure, même si c'est une fausse heure, vous avez parfois l'obligation d'y croire parce que c'est la radio. Donc, il y a cet attachement, cette vérité qu'on accorde aux radios. Et donc, lorsque vous êtes journaliste à la radio et que vous êtes colporteur de fausses nouvelles, vous portez atteinte à votre organe, mais vous portez atteinte à l'ensemble de la profession. Et donc, mais c'est possible si vous êtes dans la recherche de scoop. Et il faut être très prudent. Autant donner une information en temps réel, avec tous les détails, que de courir les scoops qui t'a tombé dans le panneau. C'est très rapide de tomber dans le panneau quand on veut être le premier à annoncer telle chose. En ces temps qui courent, si vous n'avez pas toute la certitude, vous ne faites pas le recoupement utile, eh bien, vous allez porter atteinte au code de déontologie. Aujourd'hui, on peut identifier un journaliste qui colporte une fausse nouvelle, alors que celui qui est spécialiste à générer la fausse nouvelle n'est pas fiable. Donc, vous portez la responsabilité de quelqu'un d'autre. Parce que si vous portez une fausse nouvelle, il y a la loi, le code sur le numérique, mais vous avez la RAC, vous avez l'ODEM, ce sont des structures qui peuvent vous interpeller à tout moment. Mais avant de revenir à toutes ces dispositions légales, vous qui êtes journaliste et formateur média, est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que les fausses nouvelles réaffirment la mission traditionnelle du journalisme qui est d'éclairer la société et le grand public à travers la vérification de l'information avant sa diffusion? Naturellement, il y a 5 ans, 6 ans en arrière, pour faire une interview à quelqu'un, il faut aller le voir, il faut le vis-à-vis. Aujourd'hui, vous n'êtes pas obligé d'aller chez la personne. Vous pouvez faire une interview par téléphone, vous pouvez faire une interview par WhatsApp. Donc, il y a des avantages technologiques qui permettent aux journalistes de bien accomplir sa mission. Mais cela dit, sa responsabilité devient de plus en plus grande en cette ère que nous traversons, une ère de dangerosité. Et aucun pays n'est épargné. Et dans ce cas-là, le journaliste doit se ressaisir davantage et comprendre qu'il ne devrait en aucun cas être à l'origine de diffusion de fausses nouvelles. On n'est pas journaliste quand on veut. On est journaliste parce qu'on a traversé des étapes, parce qu'on connaît la déontologie de son métier, parce qu'on connaît les démarches professionnelles, parce qu'on a une estime de soi, et parce qu'on se plie aux démarches des autres qui sont les devanciers. Donc, il faut, dans tous les cas, se munir d'instruments de mesure, de prudence, quitte à ne pas tomber dans le panneau, comme je le dis, et il n'est pas très agréable qu'on dise que c'est un journaliste de radio, c'est un journaliste qui a diffusé de fausses nouvelles. Ça compromet même l'organe. Ça compromet l'organe. Et lorsque je suis directeur d'une radio et que vous publiez une fausse nouvelle, c'est que vous portez atteinte à mon ardoise publicitaire. Ceux-là qui me considéraient, les sociétés qui me considéraient, peuvent bien partir ailleurs. Et donc, vous devez assumer cette responsabilité. Mais c'est les radios, généralement, comparativement aux autres organes, excusez-moi, ont des filtres quand même qui leur permettent d'échapper à ces choses, sauf cas de grande imprudence. Ouais. Et il est dit dans le code de déontologie du journaliste, l'article 2 qui dit « Le journaliste publie uniquement les informations dont l'origine, la véracité et l'exactitude sont établis. » Voilà, on ne peut pas savoir si ce qui a atterri sur notre portable est exact ou juste, parce que nous n'avons pas d'auteur qui signe un article. Alors, Fontaine, oui. Le journalisme, quand vous êtes dedans, on dit qu'il faut recouper l'information. C'est bien ça, Effectivement, il faut recouper l'information. Il faut vérifier si l'information que vous avez reçue a été reçue par d'autres médias, a été diffusée par d'autres médias. Et il faut remonter à la source de l'information, si possible, et voir si cette information est vérifiée avant de la publier. Il ne faut pas partager une information juste parce que d'autres médias l'ont déjà partagée, juste parce que
que d'autres médias l'ont déjà diffusé et que vous faites confiance à ces médias-là, il faut faire votre propre enquête. Il faut aller à la source de l'information avant de pouvoir la publier. Sinon, vous encourez le risque de tomber dans le coup de la loi. Voilà, c'est ça. Alors, nous allons faire un tour du côté de la régie, donc pour écouter cet extrait de l'intervention du professeur Hygien Kakaï lors de la conférence publique organisée par le GRAP en collaboration avec la chef UNESCO et qui portait, donc cette conférence publique qui portait sur les fake news et l'ordre social au Bénin. Savoir politique, savoir politique. L'émission Savoir Politique, diffusée tous les dimanches sur Océan FM en partenariat avec le CESPO, reçoit pour vous ce dimanche Eugène Alosopo, journaliste, formateur média, doctorant en sciences de l'information et de la communication, et Fontaine R. Noutagny, journaliste communicant, web activiste des droits humains. Ils opinineront sur le thème « Les fake news au Bénin ». Retrouvez la grande équipe de Savoir Politique ce dimanche entre 18h et 19h sur Océan FM à 88.6. Savoir Politique, démocratiser le savoir pour une bonne culture démocratique. On appelle donc fausses nouvelles ou fake news ou infox toute information largement diffusée par des médias ayant pour but d'instrumentaliser ou de manipuler un public cible ou un auditoire et d'inverser l'ordre social. En sciences politiques, on parle de la sociologie politique des rumeurs pour appréhender la diffusion de fausses nouvelles à des fins politiques. Les fake news ou les fausses nouvelles, que sont la rumeur, la fausse information, l'information détournée et l'information manipulée existent sous plusieurs formes, c'est-à-dire sous une forme écrite, audio, sous des formes de photomontage ou de vidéos. Une fausse nouvelle peut être une information montée de toutes pièces ou une information décontextualisée dans le temps et dans l'espace. De nos jours, on peut enregistrer les fake news comme des éléments déterminants de la web politique. Vous comprenez que nous parlerons alors de fausses nouvelles en démocratie. Je ne parlerai pas de fausses nouvelles dans le monde économique, ni dans le monde culturel, mais beaucoup plus de fausses nouvelles en démocratie. Il faut entendre par l'ordre social l'organisation sociale, politique et économique d'une communauté donnée. L'ordre social peut désigner l'état de l'organisation sociale. Autrement dit, quand on parle d'ordre social, on fait référence aux normes, aux valeurs, au rôle dévolu aux acteurs vivant sur un territoire commun. C'est alors la manière dont la société s'organise ou est organisée. Le maintien de l'ordre social dépend donc de notre raison de faire et de notre façon de faire. Vous voyez, j'insinue déjà les fake news. Dans la perspective durkheimienne, les fausses nouvelles sont alors des faits pathologiques susceptibles de désintégrer l'ordre social. Dans cette perspective, les fausses nouvelles posent l'épineux problème de distanciation vis-à-vis des valeurs sociétales. En dépit du fait que l'ordre social, plus précisément l'ordre politique ou l'ordre démocratique, se sent bouleversé, les fake news sont des jeux d'acteurs bien intentionnels, poursuivant une finalité qui s'écarte des objectifs de socialisation. Dans le contexte béninois, comme ailleurs, les fake news sont des pilules empoisonnant la démocratie. L'information politique manipulée paraît juste et est largement diffusée sur les réseaux sociaux. Dans ce cas précis, les fake news sont la fille incestueuse de la technologie informationnelle et de l'Internet
compte tenu de la vitesse de diffusion des nouvelles qui donne aussi l'impression qu'il s'agit d'une justesse. En effet, l'Internet a fait accroître une autre forme de démocratie, la démocratie numérique, qui a pour corollaire la propagation de nouvelles dont la source est imprécise, douteuse et anonyme. Merci. Donc, c'était un extrait de l'intervention du professeur Hygien Kakayi, agrégé de sciences politiques, lors de la conférence publique sur les fake news et l'ordre social au Bénin. Donc, cette conférence avait été organisée par le GRAP en collaboration avec la chaire UNESCO. C'était le 1er mai. Alors, chers invités, j'ai retenu 2 ou 3 choses de cet extrait-là. Le professeur Hygien Kakayi disait que les fake news peuvent désintégrer l'ordre social, que les fake news créent une distanciation vis-à-vis des valeurs sociales et que ce sont des pilules qui empoisonnent la démocratie. Vous partagez cet avis, monsieur Je suis d'accord, la société est stratifiée. Vous avez des personnes qui appartiennent à des groupes socioculturels, à des groupes socio-professionnels, à des groupes religieux, etc., etc. À partir du moment où vous diffusez de fausses nouvelles qui touchent à l'honorabilité de ces groupes-là, vous suscitez, en tout cas par ces nouvelles que vous diffusez, des réactions de la part de ceux-là. Et nous sommes en période de jeûne musulman. Lorsque vous portez atteinte à l'honorabilité, à la foi d'un musulman, il réagit et on ne maîtrise pas toujours par quels moyens il va réagir. Ça peut déstabiliser l'ordre social. Ouais. Or, nous sommes dans des articulations de maillons sociaux. À partir du moment où un des maillons se détache, rougit, eh bien, ça porte atteinte à un impact sur l'ensemble du groupe. Et donc, il faut nécessairement contrer les fake news, dans tous les cas, ralentir l'effet que ces nouvelles-là, ces fausses nouvelles, ont sur leurs auditeurs, les cibles. Je dis les cibles parce que on a bien l'impression que on reste derrière la vitre et on pollue. On pollue par des groupes, par des méthodes très appropriées, ceux-là qui sont les destinataires. Donc on comprend que les producteurs de fausses nouvelles ont souvent des cibles. Exactement. Non, c'est clair et net. Et nous, jamais entamé un pan, c'est le pan politique. Puisque le professeur Hygien Kakayi a dit que les fake news sont un poison pour la démocratie. Enfin, je suis d'accord. Mais pour qu'on en arrive là, c'est qu'il y a des personnes qui ont intérêt que cela se fasse ainsi. Parce qu'il y a des groupes organisés, des groupes politiques organisés qui ont tendance à porter atteinte à un ordre de gouvernance ou à l'ordre démocratique ou à l'ordre de gouvernance. Ça peut être à l'ordre de gouvernance, à l'ordre politique, ou qui vise un intérêt juste pour avoir gain de cause. Ce sont des marches vers une décadence sociétale et nous devons nécessairement décourager ces personnes-là. Malheureusement, on va y arriver. Alors Fontaine, un mot sur cet extrait que nous avons suivi tout à l'heure, où le professeur dit que les fake news, c'est une fille incestueuse. Et vous avez compris que c'est une pilule qui empoisonne la démocratie. Effectivement, c'est une pilule qui empoisonne la démocratie. Vous savez que les fake news sont produites dans une société, dans un espace géographique. Et nous savons que la société vit aussi de l'information. Parce que lorsque l'information circule, les hommes... cela détermine en fait le comportement des hommes. Ça influence leur comportement. Oui, ça influence leur comportement. À partir de ce moment, vous ne réagissez qu'en fonction de l'information que vous avez. À partir de ce moment, lorsque vous recevez de fausses informations et que vous réagissez en fonction de ces informations, il peut y avoir une crise sociale, puisque c'est une fausse information. Avec le bon réflexe de partager. Absolument. Voilà. Donc ça peut envoyer les jeunes dans la rue. Vous contaminez les autres avec la fausse information. Une mobilisation et donc déstabiliser tout ce qui est ordre social. Voilà. Et si vous permettez, je voudrais aborder un exemple qui illustre bien cette affirmation du professeur Hygien Kakayi. C'est par exemple en 2012, l'une des situations qui a fait le tollé au Bénin, c'est les crimes rituels.
vous vous souvenez que dans ce pays, il y a eu une opération dénommée Opération Rambo contre les cybercriminels. Les cybercriminels. Les Voilà. Gaiman pour être beaucoup plus... Voilà, précis. plus, Pour tout le monde. voilà. Pour que tout le monde comprenne. Hein. Exactement. Et donc, il y a eu cette chasse-là aux cybercriminels. Pourquoi? Parce que les crimes rituels sont faits par des gens qui sont soupçonnés de rechercher le gain facile. Et ces criminels-là sont ceux qui sont indexés. Ces Gaiman-là sont ceux qui sont indexés. À partir de ce moment, ils ont commencé à être poursuivis. Mais il faut préciser que la lutte est à partir de quelque part. Il y a eu quelques images macabres qui ont circulé et qui montrent des êtres humains qui ont choqué, hein, voilà, qui ont choqué tous les citoyens. Et voilà, il faut préciser que toutes ces images, toutes ces informations n'étaient pas vraies, n'étaient pas forcément vraies, mais les gens ont semé la peur, ont créé un climat de peur et d'insécurité. Et de panique. Voilà, dans le pays. Et vous voyez, cette chasse aux cybercriminels a fait que les gens ne fréquentent plus les cybercafés. Pourquoi? Parce que si vous allez là et qu'on vous confond, on peut vous prendre. Mais c'est arrivé même que de honnêtes citoyens soient pris par la police. Et c'est après vérification, sur vérification. Qu'on a su faire la part des choses. Absolument. À partir de ce moment, vous voyez qu'il y a eu un impact sur l'économie de ceux-là qui disposent de ces cybercafés et qui en font, leur source de revenus. Voilà un impact que les fake news peuvent avoir dans la société sur l'ordre social. Il y a le climat d'insécurité, de peur qui peut faire que lorsque vous avez un enfant qui va à l'école et vous savez qu'il y a un climat de peur, on sacrifie des gens, mais lorsque votre enfant est seul et fait le chemin seul, vous ne le laissez pas peut-être aller à l'école, vous lui dites peut-être de rater les cours en attendant que le climat soit plus apaisé, plus sécurisé. Est-ce que vous voyez? Donc tout ça, ça fait partie des conséquences des impacts que les fake news peuvent avoir sur l'ordre social. Sans oublier aussi qu'il a fallu avoir un incident diplomatique entre le Bénin et le Togo. Lorsqu'on poursuivait donc les cybercriminels, quand tu étais béninois, on dit que tout de suite on te confondait à un Gaiman au Togo. Ça aurait pu amener un incident diplomatique. Évidemment que ça aurait pu amener un incident diplomatique parce que les Béninois auraient pu se lever contre les Togolais qui vivent au Bénin parce que se disant que en fait les leurs qui sont au Togo subissent le même sort. Et ça aurait pu effectivement, si le Bénin n'avait pas gardé le sang-froid devant la situation, créer, je crois que le directeur de la police aussi est monté au créneau pour éclairer, pour rassurer les gens, éclairer la population sur le sujet. Okay. Et il me paraît important de souligner l'effet des fake news sur la santé. Lorsqu'il y a certaines informations, quand vous les recevez, ça vous ébranle. Même si vous êtes éclairé. Même si vous êtes éclairé, ça vous ébranle. Ça vous ébranle vraiment. On choque votre âme et on sort votre esprit de votre corps. Et si vous n'avez pas... Vous retrouvez après. J'ai dit, on ne fonctionne pas groupe socio-culturel, pas groupe socio-professionnel. Dans l'un ou l'autre des cas, vous vous retrouvez quand même intéressé par l'une de ces façons. Le tout dépend. Si vous avez un état de santé précaire et que vous croyez à 100% à ceux qui atterrissent sur votre portable, eh bien, vous allez mourir par fausse information. C'est là l'autre impact. Parce qu'il y a des personnes qui ne résistent pas. Vous avez souligné les images macabres qui circulent, mais c'est à foison. Mais il y en a qui sont très sensibles et qui ne voient pas, par exemple, des personnes, excusez-moi, égorgées, des personnes blessées, des accidents. Ils ne supportent pas, ils tombent en syncope. Les gens vont jusqu'à simuler de faux accidents sur les voies. On met de faux noms parfois et vous pouvez, si par hasard, le nom qu'on a choisi, coïncider avec un nom que vous connaissez, ou c'est peut-être le nom de votre fils ou le nom de votre mari ou de votre femme. Vous paniquez. Vous paniquez. Non, vous tombez en syncope avant de vous réveiller après si vous en avez la chance. Et donc, les fake news n'ont pas seulement des
effets négatifs sur le plan économique, politique et social, mais sur le plan social, oui, mais sur le plan de la santé, il faut qu'on puisse se prémunir de ces informations qui puissent nous endommager. Donc on comprend que ça peut nuire même à la vie du citoyen. C'est clair et net. C'est clair et net. Nous n'avons pas les mêmes sensibilités face aux faits. Nous n'avons pas la même résistance face aux faits. Et lorsque vous avez de ces grosses informations, des informations à titre tambourinaire qui vous tombent dessus, parfois vous ne résistez pas. D'accord. Alors, on va revenir. Hein. On a compris. On sait maintenant c'est quoi une fausse nouvelle. On a parlé un peu des impacts que cela peut avoir sur l'ordre social, l'ordre politique, mais aussi sur la vie des citoyens. Mais face à la prolifération des fausses nouvelles sur les réseaux sociaux et les plateformes diverses, alors on a constaté que divers États tentent vaille que vaille hein, de limiter un peu la casse. Je parle ainsi à travers l'adoption des lois. Au Bénin, il y a eu en 2017 l'avènement du code numérique. Est-ce qu'une bonne réponse au problème? Oui, mais évidemment, la loi est une bonne réponse au problème. Est-ce une panacée? Mais la seule adoption d'une loi n'est pas suffisante. Parce que une chose est d'adopter une loi, mais l'autre chose est de la vulgariser, de faire en sorte que le public puisse prendre connaissance de cette loi suffisamment avant de tomber sous le coup de cette loi. Parlons d'abord de cette loi. Qu'est-ce que le code numérique prévoit en matière, par exemple, de répression des fausses nouvelles? Alors, au terme de l'article 550, alinéa 3 de la loi 2017-20 portant code du numérique en République du Bénin, eh bien, quiconque initie ou relaie une fausse information contre une personne par le biais des réseaux sociaux ou toute forme de support électronique est puni d'une peine d'emprisonnement d'1 mois à 6 mois et d'une amende de 500 000 francs à 1 million de francs CFA ou de l'une de ces peines seulement. Voilà ce que prévoit la loi 2017-20 portant code du numérique en République du Bénin. Alors, monsieur Alosouko, aujourd'hui, plusieurs activistes ont déjà été interpellés et condamnés pour certains pour la diffusion de fausses nouvelles ou pour diffamation sur les réseaux sociaux. Pour vous, est-ce une panacée pour finir avec cette histoire de fausses nouvelles? On a pu mettre la main sur ceux-là qu'on a identifiés, mais il reste de nombreux autres qui ne sont pas encore inquiétés. Vous avez dit la loi. La loi dans un pays doit être respectée. C'est vrai que beaucoup pensent que cette loi est libertaire, etc., etc. Mais il faut mettre de l'ordre dans ce qui est la diffusion de l'information. Si vous n'êtes pas sûr d'une information, vous n'avez aucun intérêt à la partager. Parfois, le sensationnel guide beaucoup. On fait ce qu'on veut parce qu'on a une information. Non, cette loi doit nous appeler à la prudence, doit nous appeler à la responsabilité face aux différentes informations qui tombent sur nos portables. Je ne suis pas obligé de partager tout ce que j'ai. Mais c'est vrai qu'on a souvent envie d'informer nos proches. Non. Vous savez, peut-être... Et très souvent, on dit, il ne faut pas partager. Hein. et la personne, elle prend, elle envoie à un autre. Elle dit, ne partage pas. Ne partage pas, hein, garde ça pour toi. Et c'est le partage qui continue. Par exemple, l'information assez à Tao Renro. C'est une dame qui me connaît, qui l'a reçue. Et 2 autres personnes autour d'elle ont commencé par pleurer pour Tao. Automatiquement. Oui, automatiquement. Mais elle a pris les images, elle a analysé pour dire, mais Tao est un musulman, non? Pourquoi il doit avoir la croix de Jésus sur... Et ce n'est qu'à partir de cet instant-là que l'esprit d'analyse s'est éveillé en ces 2 autres personnes qui étaient en face d'elle. Voilà là où ça peut nous amener. Donc il faut qu'au niveau du citoyen, il faut avoir de la développer, il faut éveiller sa jugeote. Voilà, que cette culture-là de véritablement prendre le temps de parfois d'analyser au moins un instant avant de partager systématiquement. Et effectivement. Ou aveuglement. Et parlant des dispositions juridiques, je voudrais préciser que la loi 2017 n'est pas la seule loi qui régit les fausses nouvelles, mais il y a aussi la loi numéro 2015-7 portant le code de l'information et de la communication en République du Bénin. Ça s'adresse, c'est vrai, fondamentalement aux journalistes. Mais on peut punir un simple citoyen à travers cette loi qui
considèrent la publication de fausses nouvelles comme un manquement grave. Absolument. Alors on a compris, mais il se fait que dans notre société, les gens ne connaissent pas ces dispositions du code numérique. Et le citoyen qui n'est pas informé, c'est vrai qu'on dit que nul n'est censé ignorer la loi, mais est-ce que les dispositions sont suffisamment connues par tous les citoyens aujourd'hui, Monsieur Alosoukou? Il y en a qui sont ignorants de ces dispositions. Oui. Il y en a qui vont se retrouver victimes. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait face aux fausses nouvelles? Il faut sensibiliser. C'est ce que nous sommes en train de faire. Okay. Il faut suffisamment sensibiliser. Je suis sûr qu'il y a des personnes, depuis le début de cette information, qui n'avaient pas une connaissance claire de ce qu'on appelle fake news et qui, peut-être, avaient l'habitude de les partager. Je crois qu'à partir de cet instant, bien, ces personnes doivent avoir l'esprit nécessaire, l'esprit de ralenti nécessaire pour s'interroger sur un certain nombre d'informations qui parviennent dans les réseaux. Alors, chef Fontaine, nous avons vu aussi le CESPO et d'autres structures qui se mobilisent qui font une campagne pour sensibiliser et éduquer les citoyens. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu? Cette initiative-là? Oui, évidemment, il y a un projet que le CESPO, le Centre d'études sociologiques et de sciences politiques de l'Université d'Abomey-Calavi pilote avec le soutien financier de l'ambassade des États-Unis qui est dénommé Alerte Fake News et qui a pour objectif de sensibiliser les citoyens à travers des messages par des médias, les radios communautaires, parce qu'il faut utiliser aussi les langues nationales pour que le message puisse aller très loin. Aller très loin, voilà, on l'a compris. Alors, chers auditeurs, c'est ainsi que prend fin l'épisode de ce jour. Il faut, Alain, demander aux auditeurs d'être très sélectifs. Très sélectifs. C'est pas parce qu'une nouvelle vous est pas venue qu'il faut la partager. Je pense qu'ils sont à l'écoute et ils vous ont compris. Alors, si la désinformation n'est pas un phénomène nouveau, ce qui l'est en revanche, c'est son ampleur et la vitesse avec laquelle les fake news et autres fausses informations se répandent grâce aux médias numériques. En 52 minutes, donc, avec nos deux invités, nous avons compris que les fake news empoisonnent nos vies et peuvent déstabiliser l'ordre social et politique, ce qui appelle à une responsabilité individuelle pour faire face au fléau. Prenez le rendez-vous du prochain numéro dans 15 jours. Ce sera le dimanche 2 juin 2019. Vous pourrez suivre en nouvelle diffusion ce numéro dimanche prochain de 18h à 19h sur votre chaîne La Radio Océan. N'oubliez surtout pas de rattraper les anciennes éditions de l'émission sur la chaîne YouTube du CESPO en tapant CESPO Média. À l'animation, c'était Alain Tosnon en compagnie de Josaphat Lafia. Portez-vous bien. Bonsoir chez vous.